Merci, merci beaucoup, cher Christian, de tes propos introductifs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette maison, cet hôtel Potoki, qui est la maison de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France. La Chambre de commerce, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un établissement public qui a pour vocation de regrouper l'ensemble des entreprises de notre territoire. Notre territoire, c'est l'ensemble de l'Île-de-France, les 8 départements d'Île-de-France, 670 000 entreprises que nous avons vocation à représenter. Je suis très sensible à cette manifestation qui va se dérouler sur 2 jours, qui va accueillir environ 1000 personnes qui vont défiler ici et participer ou écouter les différentes tables rondes. Voilà pourquoi c'est une manifestation, c'est la première du genre, inaugurée ce matin par Christian. Je voudrais lui rendre hommage pour le travail qui a été accompli en vue de préparer ces travaux, de même qu'à Alexandre Missov qui se cache quelque part, parce que tous les deux ont fait un travail assez remarquable avec une toute petite équipe. Donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue particulièrement à vous, Madame le professeur, bienvenue à vous ou à toi, cher Jérôme Chartier, vice-président du Conseil régional. C'est important le Conseil régional parce qu'il a exactement le même territoire, le même géographie que la nôtre, et dans ses prérogatives, dans ses attributions, dans ses responsabilités, figure notamment le développement économique, c'est dire à quel point nous avons avantage et le plaisir de travailler ensemble de manière à essayer de développer plus et mieux encore l'économie sur notre territoire. Et bienvenue à vous également, monsieur l'ambassadeur, qui représentait Singapour. Singapour, pour nous, nous y sommes allés d'ailleurs avec le Conseil régional, c'est la Smart City, donc c'est également un modèle qui nous sert de référence. Comme acteur économique, je ne vais pas intervenir dans le débat. Je n'ai pas qualité, je n'ai pas compétence. Je peux éventuellement, juste en introduction, livrer un mot ou deux qui représentent en quelque sorte ou illustrent le constat des hommes et des femmes d'entreprise. D'abord, 3 constats peut-être assez simples. Le premier, c'est de dire que nous observons qu'il y a sans doute une évolution forte de la part des pouvoirs publics, en France en tout cas, en ce qui concerne la vision des villes et des métropoles. Il y a un certain nombre d'années, le constat a été fait, me semble-t-il, sur lequel Paris était trop gros par rapport à la France, Paris était trop fort, Paris était trop musclé, il fallait décentraliser. C'était non seulement la création des villes nouvelles, pas très loin de Paris, mais c'est aussi un effort important qui était destiné à alimenter davantage en activité économique quelques grandes villes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, etc. Ça, c'est le premier constat. Il s'agissait de faire subir à Paris une cure d'amaigrissement, en quelque sorte. Le deuxième constat, ça a été le télétravail, les outils modernes de télécommunication, de communication tout simplement, qui permettent de dire finalement, il n'est pas nécessaire de venir le matin dans un bureau, on peut travailler, et après tout, vous ne savez pas nécessairement si, lorsque je communique avec vous, si je suis sur mon portable, mon ordinateur, je peux être en tout point du territoire, peu vous importe dès lors que nous avons le moyen de travailler ensemble. Ça, c'est le constat qui conduisait à dire, progressivement, on va essayer de se développer sur le territoire. Or, il y a une réalité qui s'est imposée progressivement, c'est celle des métropoles. Et elle s'est imposée, ce n'est pas sans lien avec la crise dite des gilets dont la couleur m'échappe, ce n'est pas sans lien avec cette crise parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la métropole s'est progressivement imposée à contre-courant de ce mouvement. Elle s'est imposée pour des raisons simples. On s'est aperçu qu'avoir sur le même territoire non seulement une population qui est très formée, et nous avons des instituts, des écoles, des universités, nous-mêmes nous formons plus de 60 000 personnes chaque année, avoir des centres de recherche, avoir des entreprises, avoir le pouvoir politique rassemblé en un même lieu, ça permet d'avoir globalement, en quantité, en chiffres, en qualité c'est peut-être autre chose, mais ça permet d'avoir globalement un niveau de vie qui est supérieur à la moyenne et un taux de chômage qui est plus faible que la moyenne. D'où l'attractivité des métropoles. Et on s'est aperçu progressivement que Paris était en compétition, non pas avec les autres villes de France, mais était en compétition avec les grandes métropoles mondiales. Et que l'objectif désormais, c'est plutôt de renforcer le pôle parisien, que ce ne soit pas au détriment des autres villes, pour lesquelles nous avons le plus grand respect et la plus grande considération, mais nous avons avantage à ce que le cœur de la France soit un cœur qui soit plus fort demain. D'où l'intérêt pour nous de renforcer la métropole. Mais évidemment, ça pose quelques problèmes que vous allez évoquer ce matin. 2 sur se nourrir. Ce sera très intéressant d'entendre à la table ronde notamment Stéphane Layani, parce qu'il préside le marché d'intérêt national de Rungis. C'est le plus grand marché
du monde. C'est une référence. Et il y a plusieurs manières de nourrir une population qui comporte plusieurs millions de résidents. On pourrait imaginer des marchés très segmentés, on pourrait imaginer une répartition géographique, on pourrait imaginer, comme d'autres métropoles ont imaginé, en fonction des produits qui sont livrés. Nous avons décidé, c'est un choix qui a été fait, d'avoir dans le même marché tout ce qui permet d'alimenter, de nourrir l'ensemble de la population du bassin parisien. C'est un choix qui a été fait. Il me semble que c'est un choix assez pertinent, si j'en crois l'efficacité, et Stéphane Layani aura l'occasion de vous le dire. À partir de ce marché d'intérêt national, il y a une référence qui lui permet aujourd'hui de progresser, d'imposer, de développer ce modèle dans d'autres métropoles. Pour nous, c'est évidemment une référence qui est tout à fait pertinente. Deuxième problème, ou troisième problème, c'est qu'il faut se déplacer. Et là, ce qui me frappe, c'est qu'il y a aussi un changement de mentalité. Il y a un certain nombre d'années, on était tenté, en tout cas les aménageurs disaient, il y a l'endroit dans la métropole où on se repose, on dort, on vit. Il y a l'endroit dans la métropole où on va travailler. Et puis il y a l'endroit, le centre commercial, où on va faire ses courses. Et aujourd'hui, on se demande si tout ceci, qui se traduit nécessairement par des déplacements importants, est le beau modèle. Et certains disent peut-être, est-ce qu'on peut imaginer, à une époque où, après tout, on sait, par l'industrie du futur, produire sans qu'il y ait d'odeur désagréable, de fumée ou de bruit. Est-ce que, véritablement, ce schéma est le bon? Est-ce qu'on ne peut pas rassembler dans un même endroit à la fois la résidence, le travail et la consommation? Ce serait en quelque sorte retrouver la vie de village. C'est peut-être ça l'avenir de la métropole, après tout. Pour autant, dans l'immédiate, nous avons des problèmes de déplacement. Je voyais ce matin des chiffres qui sortent précisément au bon moment, des chiffres de l'INSEE sur les déplacements. 75% des travailleurs utilisent leur voiture pour aller travailler. Mais évidemment, plus on se rapproche du centre des villes, a fortiori des métropoles, et plus ce pourcentage baisse. D'où l'intérêt d'avoir des transports publics. D'où l'intérêt d'avoir pour nous le Grand Paris, ce grand projet. Ayez simplement les chiffres en tête. Le Grand Paris, c'est aujourd'hui 35 milliards de travaux, le plus grand chantier d'Europe. L'ensemble du Grand Paris, si j'ajoute les logements, plus de 70 000 logements par an, si j'ajoute l'ensemble des infrastructures, c'est globalement une masse de 100 milliards d'euros. Le plus grand chantier d'Europe, je le disais, une manne importante qui va permettre de renforcer encore le taux de croissance économique. Donc c'est important et ça pose un certain nombre de problèmes. Je ne voudrais pas les évoquer, juste noter un problème d'actualité qui s'est présenté tout récemment. Oui, il faut avoir des moyens de transport commodes dans la métropole. Il faut pouvoir se déplacer rapidement. Est-ce qu'on ne risque pas d'aboutir assez rapidement à une segmentation des besoins? Aller de manière un peu plus fine. C'est illustré tout récemment par le débat sur le CDG Express. Nous sommes évidemment très favorables au CDG Express. C'est évident et c'est naturel. Il faut qu'on puisse, en atterrissant le matin à Roissy, gagner le centre-ville en 20 minutes pour 24 €. C'est évident. Mais à cette occasion, un certain nombre d'élus locaux ont dit « mais ça nous pose problème ». Parce que vous risquez d'avoir d'un côté le train des riches, excusez-moi du terme, qui va aller très très vite, et à côté le train des pauvres, le RER B, qui ira très très lentement, qui ira crapotant, s'arrêtant de gare en gare, avec des incidents de parcours assez fréquents et qui mettra un temps excessif pour permettre aux ceux qui viennent à leur travail d'arriver dans le lieu qui les attend. Est-ce qu'on ne peut pas réconcilier les deux? Or, mettre ces deux populations différentes, les touristes ou touristes d'affaires, et ceux qui vont à leur travail le matin dans le même train, à la réflexion, ce n'est pas une bonne solution. On l'expérimente aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. D'abord, un touriste occupe à peu près, c'était la présidente du Conseil régional d'Île-de-France qui préside Île-de-France Mobilité, qui le disait à juste raison hier, en conseil d'administration, un touriste, a fortiori un touriste d'affaires, il représente en volume à peu près 3 personnes qui vont à leur lieu de travail, parce qu'il y a des bagages. Plus les incidents de parcours, il est assez fréquent, tous les jours, que le train doit s'arrêter, le RER B, parce qu'un touriste est descendu en oubliant sa valise. Donc ces deux populations, il faut évidemment les séparer. Il faut les séparer. Nous avons le même respect pour ces deux catégories de personnes qui vont se déplacer. D'un côté, les touristes d'affaires, Paris, ville d'attractivité économique, première capitale mondiale des congrès, et de l'autre, ceux qui vont à leur travail parce qu'ils vont dans les entreprises qui sont nos ressortissants. Nous aimons les deux
Et je trouve que la solution qui a été adoptée pour le CDG Express est très pertinente, puisque les financements sont totalement distincts. Si on avait décidé d'arrêter le CDG Express, il n'y aurait pas eu un centime de plus pour le RER B. Pas un centime de plus. Au contraire, il y a 500 millions de travaux qui sont prévus pour CDG Express, qui vont permettre de rénover, restaurer un certain nombre d'infrastructures du RER qui en ont bien besoin. Voilà un des problèmes qui se posent. Très concrètement, est-ce qu'on peut aller dans cette segmentation? Et puis, de manière plus générale, on voit bien qu'on est parti dans un problème qui m'échappe totalement, qui est un problème de nature sociologique et que je ne saurais résoudre, qui est de dire on risque d'avoir une France des métropoles et le même phénomène dans les grandes capitales mondiales de même nature, et une autre France qui avance à un pas différent. D'ailleurs, j'ai observé avec intérêt que la crise actuelle, non seulement elle n'est pas née dans les entreprises, mais elle n'est pas née non plus dans les grandes villes. Elle n'est pas née à Paris. Mais j'ai vu ici même, à plusieurs reprises, défiler avenue de Friedland un certain nombre de gilets dont la couleur m'échappe, qui étaient en train de lire une carte de Paris et me demandaient où était le palais de l'Élysée. Ils venaient d'un peu loin, semble-t-il. Donc ça montre bien cette difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Donc c'est important pour nous, la métropole, à la condition évidemment qu'elle soit bien restaurée dans un ensemble plus vaste. Ça me paraît important, et si vous voulez aller jusqu'au bout de ma pensée profonde, mais je serai très prudent dans les termes, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les limites de la région, aujourd'hui, pour nous, Île-de-France, sont parfaitement définies? Je pense que c'est important d'avoir ce bassin parisien, cette Île-de-France, mais je ne connais pas de capitale qui puisse se développer sans avoir un accès à la mer. Et ce n'est pas un hasard. Si nous avions, au début de cette semaine, une réunion sur ce qu'on appelle la vallée de la Seine, ce n'est pas un hasard si le Premier ministre, toujours sensible à l'aboutissement de la vallée de la Seine et à la ville qui constitue une porte d'entrée, est venu inaugurer cette manifestation. Je crois qu'on peut réfléchir de manière intéressante à ce que cette région Île-de-France, avec les attributions qui sont les lèvres, avec les compétences qui sont rassemblées, puisse éventuellement, demain, trouver un horizon qui étende ses frontières pour permettre à la métropole francilienne de se développer plus et mieux. Mesdames et messieurs, je vous remercie.